L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien, que vous soyez en train de chiller à l'ombre, de boire votre petit café du matin ou encore de procrastiner au boulot, peu importe. Mettez tout sur pause parce que aujourd'hui, gros programme, on entre dans le sanctuaire du GOAT. Et ouais, ça y est, il est temps, on attaque le top 10 de mon top 100 all-time NBA version 2025. Et là, fini les débats de comptoir, les classements de légendes régionales ou les carrières impressionnantes mais discutables. Non, ici on parle de la crème, des titans, des mecs qui ont changé le jeu, dominé leur époque, influencé des générations entières et qui continuent encore aujourd'hui de définir ce qu'est la grandeur en NBA. Chaque nom que vous allez entendre aujourd'hui est historique et chaque place de ce classement pour le top 10 est un casse-tête. Parce que séparer ces joueurs-là, c'est comme classer les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Il y a des arguments pour chacun, il y a des émotions, il y a des moments cultes, mais comme depuis le début, je tente de laisser les émotions de côté pour rester sur le fond, le concret, le factuel. Je le dis depuis l'épisode 1, ce top 100 ce n'est pas juste une suite de souvenirs ou une compile de highlights. C'est une refonte complète de mon ancien classement d'il y a 5 ans, pensé, assumé, recontextualisé, chiffre après chiffre, impact après impact, et dans ce top 10, chaque détail compte. Alors comme d'habitude, installez-vous bien et respirez un bon coup parce que cet épisode 7 de mon top 100 all-time NBA version 2025, c'est le dernier, mais c'est surtout le plus costaud. Aujourd'hui, on découvre qui mérite une place dans le panthéon ultime, du top 10 jusqu'à mon GOAT. Mais bon, avant d'entrer dans le très lourd, petit aparté pour celles et ceux qui tomberaient sur cet épisode un petit peu par hasard. Si c'est votre première fois sur cette série, je vous recommande vivement de commencer par le tout début, c'est mieux. La toute première vidéo, c'est là que je pose les bases, comment j'ai bossé, les critères que j'ai utilisés, ce que je prends en compte, et ce que je laisse volontairement de côté. C'est le point de départ, et ça vous aidera à mieux comprendre les choix que j'ai faits depuis le début de ce classement. Cela dit, si vous voulez absolument commencer par ici, pas de panique, ce n'est pas non plus un souci. Je vous mets les joueurs que j'ai classés depuis le début de ce ranking. Ce top 100, c'est un classement réfléchi où chaque joueur est jugé uniquement sur ce qu'il a accompli en NBA. Je m'en tiens au terrain, pas de bonus pour la carrière en sélection nationale ou en Europe, pas de bonus pour le coaching ou pour la NCAA. Ce qui compte ici, c'est exclusivement la trace laissée dans la grande ligue. Donc ouais, je regarde les titres, les trophées individuels, les All-NBA Team, les All-Stars, les stats bien sûr, notamment en play-off, la régularité, la longévité, mais aussi l'impact culturel, la manière dont ils ont marqué leur époque et dont ils ont été cultes. Et pour les joueurs toujours en activité, je coupe leur CV à l'été 2025. Ce qu'ils feront ensuite pourra potentiellement faire évoluer leur place d'ici quelques années, mais pour cette série, là justement, on stoppe tout à aujourd'hui, pas de projection. Et comme toujours, je vous remets ici le petit lexique des pictos que j'utilise pour afficher les principaux accomplissements. Vous pouvez mettre pause si vous voulez bien regarder tout ça en détail, ou y revenir pendant la vidéo si jamais vous êtes perdu. Avec ça, même les nouveaux sont au moins un petit peu calés, du coup on peut y aller. Et à la 10e place de ce top 100 all-time NBA version 2025, on retrouve une légende qui a secoué la NBA comme peu d'autres, Shaquille O'Neal. Un joueur hors norme, une force de la nature, un entertainer XXL. Shaq, c'est un CV à donner le vertige, 15 fois All-Star, 14 sélections All-NBA, 3 fois MVP des finales, 1 titre de MVP, 4 bagues, 2 titres de meilleur scoreur de la ligue, 3 titres de MVP du All-Star Game, rookie de l'année dès son arrivée, et puis bien sûr ce surnom mythique, le Diesel. Quand il débarque à Orlando en 1992, c'est un phénomène. 2m16, 147 kg, une puissance physique qui démolit les panneaux, mais aussi une agilité et une mobilité totalement irréelles pour un gabarit pareil. Il est Rookie of the Year sans discussion, et 3 ans plus tard, il emmène le Magic en finale NBA à même pas 23 piges. Mais vous le savez, c'est vraiment à Los Angeles qu'il va devenir une icône planétaire. En duo avec Kobe, il enchaîne 3 titres consécutifs entre 2000 et 2002, en étant le patron incontestable des finales. En 2000, il claque même l'une des plus grosses saisons individuelles de l'histoire. MVP sans problème, meilleur scoreur de la ligue, champion NBA, MVP des finales, le grand chelem. À son apogée, personne, et je dis bien personne, ne pouvait défendre sur lui. Trop costaud, trop dominant, trop létal dans la peinture. Maintenant, évidemment, tout ne peut pas être tout rose, et il existe aussi quelques critiques le concernant. Sa condition physique pas toujours irréprochable, son adresse au lancer catastrophique, les tensions avec Kobe, les départs de ses équipes un peu tendues, mais ça ne l'a jamais empêché de gagner. À Miami, il ajoute même une 4e bague à ses doigts aux côtés de Dwayne Wade, prouvant qu'il restait une force centrale dans la ligue. Et même si sa fin de carrière reste un petit peu plus anecdotique, avec des passages à Phoenix, à Cleveland ou à Boston, dans cette NBA, il avait déjà laissé une trace indélébile. Dans l'histoire des playoffs, il fait partie du top 5
5 en points, en rebond et en contre. Et surtout, dans les années 2000-2002, il était le cauchemar absolu de toutes les raquettes de la ligue. Alors pourquoi 10e et pas plus haut? Simplement parce que malgré son immense domination, sa longévité au très haut niveau reste plus courte que d'autres dans le top 10. Il n'a jamais gagné sans une superstar à ses côtés. Kobe ou Wade et son impact défensif, bien qu'énorme, n'était pas du niveau des plus grands protecteurs de cercle. Mais franchement, c'est du chipotage. Shaq, c'est un titan, un monstre, une légende XXL. Et à cette 10e place, il est exactement là où il doit être. À la 9e place désormais, j'appelle Stephen Curry maintenant, le chef cuistot. Les titres et les records, on les connaît tous, mais ce que Curry a vraiment changé, c'est la perception de ce qui était logiquement possible. Le mec débarque dans une ligue encore accrochée aux standards de domination physique et il l'a fait exploser à coups de missile. Drafté en 2009, il sortait de la fac de Davidson et pesait à peine 80 kg tout mouillé, autant dire que personne ne s'attendait à ce qu'il devienne la plus grande menace offensive de sa génération. Pourtant, malgré ses débuts freinés par de nombreuses blessures aux chevilles, il a fini par devenir la pierre angulaire d'une dynastie. Entre 2015 et 2022, Steph remporte 4 titres NBA avec les Warriors, dont 2 en tant que leader incontesté. Il est élu MVP des finales en 2022, un trophée longtemps attendu, et surtout double MVP de la saison régulière, dont un unanime en 2016, du jamais vu à l'époque. Ajouté à ça 2 titres de meilleur scoreur, 1 de meilleur intercepteur et 11 sélections All NBA, et ça commence à peser sacrément lourd. Mais au-delà des chiffres, c'est la façon dont son basket a eu un impact culturel qui rend Curry unique. Il a élargi le terrain, il a donné aux enfants du monde entier une autre façon de rêver de NBA, il a banalisé les tirs à 9 mètres, transformé l'art du spacing et imposé le tir à 3 points comme une arme principale plutôt qu'une option. Son influence dépasse les lignes de stats, elle est partout désormais. Sur chaque parquet, dans chaque gymnase, dans chaque système, en 2025, il y a quelque part l'ombre de Curry qui plane. Ses playoffs sont solides, plus de 4100 points en 155 matchs, 24 séries remportées, 3 triples-doubles et une constance de haut niveau dans les moments clés. Il n'a pas le palmarès défensif d'un Jordan ou d'un LeBron, mais il n'a jamais fui ses responsabilités de ce côté du terrain, et son QI basket compense largement. Et Curry, en plus d'être le meilleur shooter de tous les temps, sans aucun doute, c'est aussi un peu une superstar malgré lui. Loyal, discret, toujours dans le système, mais capable de briller plus fort que tout le monde dès qu'il s'enflamme, une icône moderne, un game changer, une légende qui a littéralement redessiné la carte de la NBA. Sa place dans le top 10 est indiscutable selon mes critères. Un palmarès solide, un jeu révolutionnaire, une longévité au service de l'excellence et cette sensation à chaque match qu'il pourrait réécrire l'histoire d'un simple shoot. Allez, c'est l'heure de la 8e place maintenant et je l'offre à Larry Bird. Sur son CV, tout est propre, net, ordonné, 3 titres NBA, 3 trophées de MVP consécutifs, 2 Finals MVP, plus de 10 sélections All-NBA et All-Star, et surtout ce truc qu'aucune ligne statistique ne pourra jamais résumer, l'aura. Bird, c'est le gars qui débarque en NBA et qui en une poignée de saison retourne totalement la ligue. Le genre de joueur qui ne saute pas haut, ne court pas vite, mais qui capte tout une seconde avant les autres, le genre à te trash-talker avant le match, pendant le match, et parfois sans même dire un mot, juste avec un sourire moqueur. Un mec qui annonce le shoot qu'il va prendre, te regarde droit dans les yeux et qu'il plante quand même, parce qu'il le peut, et il le sait. Dans les années 80, il devient le visage des Celtics, mais aussi l'ennemi juré de Magic Johnson et des Lakers. La rivalité entre les deux hommes et entre leurs deux franchises va marquer toute une décennie, une rivalité intense mais respectueuse qui relancera l'intérêt pour la NBA à une époque où la ligue est au plus bas. C'est simple, sans Bird et Magic, la NBA ne serait sans doute pas ce qu'elle est devenue. Puis sur le terrain aussi, à sa manière, Larry Legend c'est un magicien. Du handle, une vision de jeu folle, des passes laser, un tir soyeux et surtout une polyvalence rare. Il pouvait scorer de partout, mais aussi compiler dire bon, 7 ou 8 passes, quelques interceptions et même un contre ou deux si besoin. Le mec a terminé sa carrière à près de 60 triples-doubles sans pourtant jamais courir après. Et malgré tout n'a pas été si simple. Son dos l'a littéralement cassé en deux. Ces dernières saisons ressemblent à un long calvaire joué sous infiltration. Mais même diminué, Bird reste Bird, un compétiteur pur jus, toujours prêt à plonger pour un ballon, comme s'il jouait sa vie. Alors pourquoi, en quelques mots, si l'on fait le bilan, il est là à la 8e place? Parce que Larry Bird, c'est un mythe solide, un leader absolu, un joueur ultra clutch qui a illuminé les années 80. Il n'a pas juste coché les cases du palmarès, il a marqué son époque au fer rouge sans pour autant avoir eu une longévité exceptionnelle. Et ça, c'est exactement ce que Stop veut mettre en lumière. Place au rang 7 maintenant de mon top 100 all-time NBA, version 2025, et il est temps de parler de Kobe Bryant. 5 titres NBA, 2 Finals MVP, un trophée de MVP, 18 sélections All-Star, 15 All-NBA Team, 12 All-Defensive Team, et surtout une aura qui dépasse le cadre du basket. Kobe Bryant, c'est plus qu'un palmarès, c'est un mythe vivant, devenu une légende éternelle. Drafté à 17 ans, échangé par Charlotte contre Vlade Divac, il fait ses débuts NBA à 18 ans avec les Lakers avec un seul objectif, devenir le meilleur.
Et il va tout faire pour y parvenir. Dans l'ombre de Shaq, d'abord, il prend son temps, progresse à une vitesse folle et finit par exploser. 3 titres de suite au début des années 2000. Une domination permise au moins partiellement par O'Neal, oui, mais Kobe n'est jamais qu'un lieutenant. Il veut plus, il veut tout. Alors quand leur duo implose, beaucoup pensent que le Mamba va galérer. Sauf que c'est là que naît vraiment la Mamba mentality. 81 points contre Toronto, des saisons à plus de 35 points de moyenne, un scoring sans pitié, un boulot monstre, une obsession de chaque détail. Il revient 3 fois en finale, 7 fois en patron, en leader, en visage des Lakers, et il va chercher 2 bagues de plus, une revanche personnelle, une consécration. Et ce qui frappe chez Kobe, au-delà de ses chiffres et de ses titres, c'est cette espèce d'intensité permanente. Il voulait te battre, t'humilier, t'user, il n'y avait pas de copains sur le terrain, pas de pause, pas d'excuses, juste du sang-froid, de l'orgueil et du taf. En playoff, c'était un tueur, capable d'enfiler 40 pions en série, de planter des daggers, de tout prendre sur ses épaules. Et même s'il a parfois forcé, même s'il a eu des bas, il a toujours répondu présent quand ça comptait. Classer Kobe maintenant, je le sais, c'est compliqué, trop bas, il y a toujours des bas. Mais dans une hiérarchie fondée sur les accomplissements, les performances en playoff et l'impact historique, cette 7ème place me semble juste, parce que derrière le héros tragique et le côté parfois individualiste, il y a l'un des joueurs les plus féroces, les plus influents et les plus avides de victoire de l'histoire, un compétiteur pur jus, jusqu'au dernier match de sa carrière. Allez, maintenant en numéro 6 de ce classement NBA All-Time version 2025, voici Tim Duncan. Une légende d'une régularité presque effrayante, 15 fois All-Star, 15 fois All-NBA, 15 fois All-Defensive Team, rookie de l'année en 1998, double MVP, triple MVP des finales, 5 fois champion NBA, et à aucun moment il n'a fait du bruit pour réclamer sa place, il l'a juste prise, en silence. Duncan déjà c'est 19 saisons toutes avec les Spurs, une longévité de mutant. Plus de 26 000 points, plus de 15 000 rebonds, plus de 3 000 contres et toujours cette même grimace stoïque, comme s'il venait juste d'oublier d'éteindre la lumière du garage. Mais ce qui rend Duncan unique, c'est surtout ce que les stats ne racontent pas. C'est la stabilité qu'il a offerte à une franchise entière, c'est son impact défensif constant, son altruisme offensif, sa capacité à être l'option numéro 1 sans jamais écraser les autres. Il a traversé les générations, Shaq, Kobe, Garnett, LeBron, et il les a tous croisés en playoff. Et souvent, les pauvres, c'est bien TD qui s'en est sorti vainqueur. Sa carrière en post-season est monumentale. Plus de 250 matchs de playoff, plus de 5000 points, près de 3000 rebonds, 35 séries gagnées, 5 bagues. Une empreinte immense sur l'histoire moderne de la NBA. On peut dire qu'il n'était pas flashy, qu'il préférait les bank shots au poster, je m'en fous. C'était un colosse au sang glacé, un winner, un monstre, un mec capable de frôler le quadruple double en finale même. Rien que ça. Alors pourquoi classer seulement 6ème une telle légende qui a été le leader d'une telle dynastie avec les Spurs? 5 titres, je le rappelle. Parce que devant lui, on parle de joueurs qui ont été à la fois des forces collectives et des phénomènes d'impact individuel encore plus marquants. Mais Duncan dans son genre est irremplaçable. Le genre de mec qui construit sa légende sans chercher les projecteurs, mais qu'on ne peut pas oublier quand on parle de grandeur. Respect éternel à Timmy, le calme, la classe, la froideur et les résultats. En numéro 5 maintenant de mon classement all-time, je fais appel à Magic Johnson. Parce que Magic, c'est pas juste un surnom, c'est une aura, un style, une révolution. En 13 saisons pour le meneur, c'est 5 titres NBA, 3 trophées de MVP, 3 Finals MVP, 10 sélections All-NBA, 2 titres de meilleur intercepteur, 4 fois meilleur passeur et une carrière dont même Hollywood n'aurait pas osé rêver. Rookie of the Year, non, il a fait mieux, il a été Finals MVP dès sa saison rookie, en remplaçant Karim au poste 5, en claquant un match à 42 points, 15 rebonds et 7 passes. À 20 ans seulement, pour boucler une série qui, avant ce match, était à 3-2, juste ça. Magic, c'est 906 matchs de saison régulière, plus de 17 700 points, plus de 10 000 passes et plus de 1700 interceptions. En playoff, c'est encore plus dingue, 190 matchs, plus de 3700 points, près de 2500 passes et 30 triple-doubles. Le roi du tempo, le maître de la transition, le mec qui te fait aimer le basket en quelques no look passe à peine. Mais au-delà des stats, surtout ce qui a marqué, c'est que Magic a changé le basket, il a changé les codes. Un meneur de 2,06 m à l'époque, c'était de la science-fiction. Lui, il a transformé ça en showtime. Avec lui, les Lakers sont passés du basket à la pop culture, du sport au spectacle. Il a donné une nouvelle identité à la NBA, boosté les audiences, aidé à faire exploser la rivalité avec Bird et propulsé la ligue vers une nouvelle ère. Même son absence a marqué l'histoire. En 1991, lorsqu'il a annoncé être porteur du VIH, la NBA s'arrête totalement. Il revient quelques mois plus tard pour le All-Star Game 1992, il en finit MVP, puis il revient encore en 1996 avec les Lakers pour quelques matchs, et chaque fois qu'il posait un pied sur un parquet, les yeux brillaient, parce que Magic c'était ça, de la lumière dans un monde parfois gris. Alors pourquoi seulement 5ème, vu à quel point lui aussi est vraiment légendaire? Parce que malgré l'impact et le culte incroyable, sa longévité pure n'est pas la même que chez certains autres
monstre de ce classement, parce qu'il a raté plusieurs saisons en plein prime et parce qu'au sommet, la moindre nuance compte. Mais ne vous y trompez pas, Magic est une légende absolue, le plus grand meneur all-time et un mec qui a redéfini ce que voulait dire être une superstar, une vraie. Numéro 4 de mon top 100 NBA all-time version 2025, maintenant, le légendaire, le cultissime, j'ai envie de dire, Bill Russell. Son palmarès, il défie presque toute logique. 13 saisons en NBA, 11 titres. Vous avez bien entendu, 11 bagues en 13 ans. C'est simple, personne n'a jamais gagné autant en aussi peu de temps, et même autant tout court. À ça, on ajoute 12 sélections All-Star, 11 All-NBA Team, 5 trophées de MVP et 1 All-Star Game MVP. Et encore, les récompenses défensives n'existaient pas pendant la majorité de sa carrière. Sans ça, il aurait probablement fallu augmenter la taille de sa vitrine. Pareil pour les trophées de MVP des finales, je pense qu'il aurait pu en choper une dizaine sur ces 11 bagues, mais ça n'existait pas non plus à l'époque. Par contre, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, cette récompense s'appelle le Bill Russell Trophy. En quelques chiffres, il a empilé plus de 14 000 points, plus de 21 600 rebonds et près de 4 100 de plus en playoff. Le reste des stats défensifs, comme les contres ou les interceptions, n'étaient pas encore enregistrés à l'époque, mais on sait déjà qu'il les aurait explosés. Et pour ceux qui adorent les triples-doubles, il en a signé 17 en saison régulière, 3 en playoff et probablement des dizaines d'autres fantômes jamais comptabilisés. Mais Russell, vraiment, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, c'est une erreur de s'arrêter à ça. C'est une histoire de charisme, de domination psychologique et de sacrifice total pour la gagne. Il n'a jamais cherché les feux des projecteurs ou les stats individuelles. Ce qu'il voulait, c'était juste gagner, et il l'a fait comme personne. Défenseur inflexible, rebondeur surnaturel, capitaine d'orchestre du plus grand empire collectif de la NBA. Il était l'âme des Celtics des années 60, un vrai général de guerre. Et ok, ça ne compte pas ici, mais également dans les combats qu'il a menés hors du terrain, c'est une légende. Alors oui, le niveau global de la ligue dans les années 60 était loin de ce qu'il est aujourd'hui. Oui, son jeu n'avait rien de spectaculaire balle en main, mais ignorer ce qu'il a bâti et ce qu'il représente, ce serait manquer de respect à toute l'histoire de la NBA. Son impact n'est pas juste immense, il est fondateur. Et c'est pour ça que Bill Russell est à la 4ème place de mon top all-time, parce que dans l'histoire, il a gagné plus que personne, et ça compte. 3ème maintenant de mon top 100 all-time version 2025, sur le podium, je fais appel à Karim Abdul-Jabbar. Tout simplement l'un des plus gros CV de l'histoire de ce sport, 6 titres NBA, 6 trophées de MVP, un record, 2 Finals MVP, 15 sélections All-NBA, 11 All-Defensive, 19 fois All-Star, c'est massif, c'est constant, et c'est long. De toute façon, c'est ça le mot-clé si on veut résumer sa carrière, la longévité au plus haut niveau. Parce que Karim, c'est 20 saisons dans la ligue, 18 playoffs joués, plus de 1500 matchs de saison régulière, presque 250 en playoffs, mais le plus marquant au-delà des chiffres, c'est sa régularité au sommet. De 1970 à 1989, soit 20 saisons, il est quasiment All-NBA chaque année, All-Star presque sans interruption jusqu'à ses 40 ans. Peu de joueurs ont autant traversé les airs et dominé sur une aussi longue période. Il commence à Milwaukee en étant la terreur des raquettes aux côtés d'Oscar Robertson, et termine comme pilier des Lakers du Showtime avec Magic à la baguette. Son style était complètement unique, et son move signature, lui, était littéralement inarrêtable. Le skyhook, ce fameux bras roulé main droite ou main gauche qui touchait le ciel et qu'il pouvait envoyer depuis 4 ou 5 mètres, c'était une arme impossible à contrer. Ajoutez à ça une mobilité rare pour un pivot de plus de 2,15 m, une science du placement, une intelligence de jeu hors norme, et vous obtenez une machine à dominer des deux côtés du terrain sans avoir besoin de forcer, jamais. Et puis encore plus important, bien sûr, en playoff, il était toujours là, toujours présent, toujours performant. 37 séries remportées, 6 bagues et une capacité à briller sur 2 décennies. Que ce soit en 1971 avec les Bucks ou dans les années 80 avec les Lakers, il a toujours été l'un des moteurs des équipes qui gagnent. Alors oui, son leadership n'était pas toujours flamboyant et ça lui est arrivé de laisser la lumière à d'autres. Mais sans lui, pas de titre en 1971 à Milwaukee, pas de dynastie chez les Lakers dans les années 80 et pas de Showtime qui dure aussi longtemps. Son impact est gigantesque, son palmarès est blindé et sa longévité exceptionnelle. Il n'y a pas débat, Karim Abdul-Jabbar c'est un top 3 all-time, peu importe les critères, une légende absolue. Et en numéro 2 maintenant, est-ce qu'il y a suspense ou pas suspense? Je sais que la communauté est partagée à ce sujet, mais moi, j'arrête le suspense tout de suite, j'ai décidé d'appeler LeBron James et je vais m'expliquer. 4 titres NBA, 4 Finals MVP, 4 trophées de MVP de saison régulière. 4. Mais aussi 21 sélections All-NBA, 21 sélections All-Star, meilleur scoreur all-time, plus de 42 000 points, plus de 11 000 rebonds, plus de 11 000 passes, 28 triple-doubles en playoff et toujours actif, titulaire, clutch à 40 ans. Voilà ce que c'est LeBron James, un ovni au palmarès long comme le bras. Et même si sa carrière n'est pas encore terminée, ce qu'il a déjà fait suffit à le hisser presque tout en haut de ce classement all-time. Mais avant de m'expliquer sur cette place 2 dans ce classement, je veux poser une base. Un truc essentiel pour moi, la différence entre le GOAT et le BOAT, une espèce d'acronyme que j'ai créé, ou en tout cas que j'ai jamais entendu ailleurs. Le GOAT, c'est le greatest of all time, le plus grand, et surtout le plus culte. Celui qui a le plus marqué l'histoire au fer rouge, qui a transcendé son époque, et dont le nom inspire instinctivement la légende.
Le GOAT, c'est autre chose, le best of all time, le plus complet, le plus polyvalent, le plus accompli, toutes dimensions confondues. Celui qui a rempli toutes les colonnes, dans toutes les positions, sur plusieurs décennies. Et dans cette catégorie du GOAT, le best of all time, pour moi, je vais le dire, vraiment sans filtre, LeBron James est au sommet. Depuis 2003, il a tout fait, il a été scoreur de folie, passeur d'élite, défenseur sur 5 postes. Il a changé de rôle selon les besoins, s'est adapté à toutes les générations, à tous les styles. Il a porté Cleveland, dominé avec Miami, gagné avec les Lakers. Il a été MVP à 22 ans comme à 29, finaliste à 23 ans comme à 35, et même quand l'âge a commencé à peser, il a juste continué, encore et encore. LeBron, c'est un mutant, mais c'est aussi un stratège, un mec qui lit le jeu comme personne et qui l'a constamment redéfini. Et ouais, quand on regarde les chiffres et tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est presque irréel. Leader all-time au scoring, plus de 290 matchs de playoff, plus de 8200 points dans ces moments-là, 41 séries gagnées, 8 finales consécutives, 3 franchises différentes menées jusqu'au titre, des runs mythiques comme celui de 2012, celui de 2013, le comeback de 2016 ou la bulle de 2020, chaque décennie NBA récente porte son empreinte. Alors ouais, si l'on parle de GOAT, c'est clair, rien qu'au vu de sa longévité et de ses accomplissements, LeBron James est le numéro 1, le King. Il est le meilleur joueur de tous les temps, dans le sens le plus complet possible du terme. Mais malheureusement pour lui, ce classement, ce n'est pas celui du GOAT, c'est celui du GOAT. Et à ce jeu-là, pour moi, un autre joueur garde une courte longueur d'avance, parce qu'il a été encore plus marquant, encore plus décisif, encore plus mythique. LeBron James est donc numéro 2 de mon top 100 all-time, mais premier dans une autre catégorie, celle du joueur le plus accompli, le plus complet, le plus impressionnant sur la durée. Et franchement, être le GOAT, c'est déjà ultra légendaire. Et à la place numéro 1, maintenant celle du GOAT, il n'y a plus de surprise désormais. Je vais pas refaire la blague d'Alex Caruso d'il y a 5 ans. J'appelle bien sûr Michael Jordan. 6 titres NBA, 6 finales jouées, 6 Finals MVP, 0 défaite au sommet, 5 trophées de MVP, 10 titres de meilleur scoreur, un DPOY, une multitude de sélections All-NBA, 9 fois dans les meilleurs défenseurs, 2 concours de dunk remportés, des records encore intacts comme ses 63 points contre Boston en playoff, même si c'était lors d'une défaite, et surtout une domination totale des deux côtés du terrain. Voilà le palmarès de Michael Jordan, brut, sans fioriture, juste du concret. Et déjà, rien qu'avec ça, on est plus que sur un monument. Et pourtant, MJ n'a joué que 15 saisons NBA, il a fait une pause pour le baseball, il est revenu, il est reparti, il est revenu encore. Il n'a pas la longévité d'un LeBron, il n'a pas ses totaux, pas autant de rebonds, de passes, de triple-double, il est moins polyvalent, moins machine physique, et pourtant c'est lui que je mets numéro 1. Pourquoi ? Parce que Jordan, c'est le roi des grands moments, des moments clutch, celui qui a dominé dans les moments qu'on a encore tous en tête aujourd'hui. Les game winners contre Cleveland, le Shrug Game face à Portland, le duel de feu contre Barkley en 93, le Game 5 avec la fièvre contre le Jazz, le tir final de 98 avec la main qui traîne, et j'en oublie. C'est ça MJ, un best-of de légende, et tout est réel. Quand je réfléchis aux images qui ont le plus marqué la NBA, en tout cas à mes yeux, c'est Jordan qui revient le plus souvent, et ça compte fort dans le débat du GOAT. Mais au-delà de ça également, il a cette espèce de truc en plus que peu de monde possède dans l'histoire. Jordan, c'est une esthétique, mais aussi une rage, une précision, une élégance, une aura. C'est lui qui a porté la NBA sur ses épaules dans les années 90. C'est lui qui a fait exploser ce sport dans le monde entier, à une époque de la globalisation. C'est lui qui a donné envie à toute une génération de prendre un ballon. LeBron, Kobe, Iverson, Wade, tous ont grandi dans son ombre. Et c'est bien là-dessus que je fais la grosse différence entre le BOAT et le GOAT. LeBron est peut-être le best of all time, celui qui sait tout faire, celui qui a le plus duré, et je lui rends vraiment hommage avec la place numéro 2 pour ça. Mais le greatest of all time, le plus grand, celui qui a laissé l'empreinte la plus forte dans l'histoire de la NBA, pour moi, c'est Michael Jordan. C'est lui que je mets tout en haut, parce qu'il a tout gagné, parce qu'il a dominé son époque sans partage, et surtout parce qu'il a incarné la grandeur comme personne d'autre. MJ, c'est pas juste une légende, c'est le maître étalon, le point de départ, le sommet, et le jour où on parlera d'un joueur qui l'a vraiment dépassé, il faudra plus qu'un CV bien rempli, il faudra réécrire l'histoire. Et voilà, avec ça, on y est, fin de la série, fin du top, fin du voyage. Je suis prêt à partir en vacances maintenant. 100 joueurs, des heures et des heures de taf, des doutes, des hésitations, des certitudes aussi, mais surtout une passion intacte. J'ai essayé de rester le plus juste possible, de respecter l'histoire, de comparer ce qui est parfois incomparable, et de vous partager ça plus avec ma tête que mon cœur, même si c'est franchement difficile. Évidemment, sur ce top, on ne sera jamais 100% d'accord, c'est normal, et c'est justement ce qui fait la beauté du truc. Mais j'espère que même si bien sûr vous n'avez pas validé chaque choix, vous avez capté la démarche derrière, la logique, et surtout le respect pour chaque légende. Alors merci à tous d'avoir suivi cette série de l'été jusqu'au bout. C'était un sacré chantier, c'est vrai, mais aussi un vrai kiff à partager. Et croyez-moi, ce top 100 n'est pas figé, il vivra encore, et encore, et encore. Parce que la NBA, elle, continue constamment de réécrire son histoire, et un jour, évidemment, il faudra tout remettre à plat. Mais en attendant, là, maintenant, à l'été 2025, vous avez ma vision, mon classement, les 100 plus grands joueurs de tous les temps,
selon moi. Alors maintenant, prenez du recul, je compte sur vous pour ça, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors merci encore une fois à tous la team, et je vous redis à très vite, à très bientôt pour une saison NBA 2025-2026 qui s'annonce épique, et que bien sûr, on va suivre ensemble sur cette chaîne. Et j'espère bien que d'ici mon retour, vous allez me faire péter la section commentaires juste en dessous. À vous de jouer.